poussée dans les districts sanitaires de Pikine et de Guédiawaye. Voilà pour le sommaire. Le développement... Au sortir des échanges, il a été question du renforcement de la coopération intra-africaine. Pour le Premier ministre Ousmane Sonko, la diplomatie sénégalaise se veut de plus en plus centrée sur l'Afrique et le proche voisinage. Les récentes visites effectuées dans des pays en sont une illustration. La visite du Premier ministre congolais entre dans ce sillage. Cette visite devrait également aider à renforcer la coopération qui existe entre ces deux États africains. L'exploitation du bois, la coopération militaire, l'enseignement, entre autres axes de la coopération entre le Sénégal et la République démocratique du Congo. Au cours de cette visite au Sénégal, il a été également question du contrat d'affermage qui liait la République démocratique du Congo à la Sénélec. Le Premier ministre congolais a indiqué que le gouvernement congolais est en train de travailler pour voir dans quelle mesure il devrait mettre en pratique les 48 mesures qui précèdent la mise en application du contrat d'affermage aujourd'hui suspendu. Revenant sur les mesures d'imposition et le risque sur l'investissement extérieur, Ousmane Sonko rassure. Il parle d'une politique fiscale en règle avec les standards internationaux et que le Sénégal s'inscrit dans la mise en application d'une politique fiscale qui devrait rendre beaucoup plus attractives les investisseurs étrangers tout en mettant en garde certaines pratiques jugées jadis illégales et anticonformistes. Aminata Mbaré-Sow, des arrestations tous azimuts sont notées ces derniers temps au Sénégal pour divers délits d'opinion. Comment faire pour réduire ces vagues d'arrestations? Pour la présidente de l'ONDH, certains articles du code pénal, notamment l'article 80, doivent être abrogés ou tout simplement réformés. Maître Abibatou Samb estime que l'article 80 est obsolète et non conforme à notre démocratie. Oui, pour la réforme, déclare Ndeye Fatou Blondin Diop, mais dit-elle, celle-ci ne doit nullement être une porte ouverte aux dérives verbales à l'endroit des autorités sénégalaises. Pape Faragning. Des arrestations tous azimuts pour délit d'opinion à cause de l'article 80 tant décrié par les opposants. Beaucoup d'articles liberticides obsolètes doivent être abrogés ou réformés. C'est du moins l'avis de la vice-présidente de l'ONDH. Alors ces articles 80, 254, 255 du code pénal
Personnellement, j'estime qu'on devrait soit les abroger, soit les réformer. Parce que ce sont des articles qui sont, à mon sens, obsolètes et qui ne traduisent plus l'état d'esprit actuel que devrait être notre démocratie. Ces articles existent depuis 1965, donc à peine 5 ans après l'indépendance. Donc aujourd'hui, ça pose une forme de polémique sociale. Même si elle est d'accord qu'on revoie ces articles, Ndeye Fatou Blondin Diop ne cautionne pas certains écarts de langage dans la presse. En fait, il y a tout un travail de nettoyage du code pénal et du code de procédure pénale. On cite beaucoup ces articles, mais il y a beaucoup d'articles liberticides qui vont même jusqu'à assimiler à du terrorisme de simples manifestations, et pourtant c'est consacré dans la Constitution. Donc nous disons que ces articles doivent être révisés et mieux encadrés. Nous devons aussi laisser la place à un phénomène qui est devenu récurrent, à savoir des personnes qui s'expriment de manière discourtoise, vraiment discourtoise, avec une certaine perfidie dans le langage. Elles espèrent que l'application des conclusions des travaux sur les assises de la justice peut régler ce problème qui perdure. Nous attendons avec une grande impatience la mise en place du juge des libertés et de la détention pour que les pouvoirs du procureur, j'en ai cité un nommément, soient réduits et que ce juge puisse de manière totalement impartiale se prononcer sur le placement ou pas d'une personne sous mandat de dépôt. On se pose vraiment la question, mais nous aurons la sagesse de laisser les mandants, ceux à qui on a confié la mission de nous réformer la justice, faire le travail correctement. On est aujourd'hui sous le diktat de l'immédiateté, de l'information continue, de l'actualité en permanence qui change. Ce n'est pas la vérité en toute occasion. En attendant l'application de certaines recommandations des assises de la justice, les politiques et autres chroniqueurs sont envoyés en prison à cause de l'article 80. Pape Faragning, Farba Ngom serait mal en point à la MAC de Rebeuss où, selon ses partisans, il a suspendu toutes ses visites. Ses partisans dénoncent un dossier politique et continuent d'exiger sa libération. Ils ont fait face à la presse à Thilogne, au siège de l'APR. À Matam, la correspondance d'Ali Bandelnian. L'état de santé s'est-il détérioré à ce point? En tout cas, les partisans de Farba Ngom tirent sur la sonnette d'alarme. Le député maire des Agnam serait très mal en point que ses visites à la prison de Rebeuss sont suspendues. La révélation a été faite lors d'une déclaration de presse dans la ville de Thilogne. Et aussi, il est urgent de rappeler que notre frère, honorable député Farba Ngom, pour des considérations de la santé, il a tout annulé pour les visites à venir le jeudi prochain. Donc ça veut dire qu'il est dans un état où sa santé ne lui permet pas d'être dans un milieu carcéral. Quoi qu'il arrive, à Farba Ngom, les apéristes, notables et jeunes du Bosséa, plus que jamais engagés et déterminés autour de lui. Les populations du département de Matam sont restées orphelines des grâces du lion du Bosséa lors de la fête de Tabaski. C'est à la limite pathétique. Cette mesure conservatoire liée à la saisine de ces biens, c'est un règlement de compte piloté par le régime en place. Que le Sénégal, les hommes de valeur, les hommes contre l'injustice, le Fouta ne laisseront jamais leurs fils être sacrifiés pour des considérations politiques et politiciennes, pour faire plaisir à un régime finissant. Considéré comme un prisonnier politique, les soutiens de Farba Ngom dans le département de Matam continuent d'exiger sa libération. Et au vu de la détérioration de son état de santé, cette sortie à Thilogne semble être une alerte aux autorités, mais surtout à l'opinion.
Le consortium des organisations de la société civile qui magnifie le bon déroulement du dialogue national initié par le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye. Le consortium également se félicite des conclusions avec les consensus obtenus. Toutefois, il regrette l'absence d'une partie de l'opposition et appelle davantage à la concertation entre acteurs politiques. Écoutons à ce propos Babacar Ba, le président du Forum du Justiciable. Ces propos sont recueillis par Fatou Bintou Conté. Le consortium des organisations de la société civile se félicite du bon déroulement du dialogue national initié par le chef de l'État. Il considère en effet que cette initiative de dialogue constitue une étape importante vers le renforcement de la cohésion nationale. Le consortium se réjouit des consensus significatifs obtenus malgré certains points de désaccord relevés dans les résultats des échanges des différentes commissions. Cette convergence de vues sur des questions clés de notre système politique témoigne d'une volonté partagée de dépasser les clivages et de jeter les bases d'une gouvernance plus apaisée qui ouvre la voie à une dynamique de concertation permanente entre les forces vives de la nation. Toutefois, le consortium regrette l'absence d'une partie de l'opposition et appelle davantage de conciliation de partis de part et d'autre et invite l'État à poursuivre les efforts en faveur d'un dialogue inclusif en créant les conditions de confiance nécessaires à une participation élargie et constructive de toutes les sensibilités politiques. Babacar Ba, président du Forum du Justiciable. Après la signature du protocole d'accord qui définit les règles d'organisation sur le contenu local concernant le projet gazier GTA, le Sénégal et la Mauritanie se retrouvent à Dakar pour partager les axes essentiels de ce protocole afin que les différentes entreprises locales puissent y trouver leur compte. Écoutons à ce propos Mor Bahoum, il est le secrétaire technique du Comité national de suivi du contenu local. Il est interrogé par Dissa Preda. Parce que c'est un projet qui est assez spécifique, donc avec des champs à cheval entre le Sénégal et la Mauritanie. Donc il fallait trouver un cadre réglementaire pour s'assurer que le secteur privé des deux États, aussi bien au Sénégal et en Mauritanie, puisse capter des opportunités dans ce projet. Le protocole met en place ce qu'on appelle une unité mixte qui est chargée du pilotage et de la définition des axes stratégiques qui sont relatives aux mesures de contenu local qui doivent être applicables à l'opérateur, en l'occurrence BP, mais également aux sous-traitants. Par ailleurs, sur le plan institutionnel, compte tenu de la spécificité du projet, on a identifié au niveau de chaque État ce qu'on appelle des structures opérationnelles. Des structures opérationnelles qui auront en charge la mise en œuvre pratique des obligations de contenu local qui sont à la charge des différents acteurs. Et au Sénégal, cette mise en œuvre sera assurée par le secrétariat technique du Comité national de suivi du contenu local, avec son organe de pilotage qui est le Comité national de suivi du contenu local, qui aura en charge la mise en œuvre pratique des exigences en termes de priorité par rapport à l'emploi local, mais également par rapport à l'accès au marché de manière équitable entre le secteur privé sénégalais et le secteur privé mauritanien. Parlons à présent du prix du carburant à la pompe. Le député Thierno Alassane Sall interpelle le ministre des Énergies, du Pétrole et des Mines dans la question écrite qu'il a adressée à Birame Souleye Diop. TAS, comme on le surnomme, demande des explications sur le maintien des prix actuels. Il souligne qu'entre le 10 juin 2024 et le 9 juin 2025, le cours du Brent a enregistré une baisse de 18,09%, passant de 81,96 $ à 67,13 $. De plus, dit-il, le taux de change du dollar a reculé de 5,43% sur la même période. Deux facteurs qui, selon le député non inscrit, devraient entraîner une baisse du coût des produits pétroliers. Habib Faye.
Après son intervention dans l'émission Franc-Fattier sur la TFM, Thierno Alassane Sall joint la parole. Sur la table du ministre des Hydrocarbures, une lettre d'interpellation pour la baisse des prix à la pompe et une explication qui justifie le maintien des prix actuels. Dans les stations-service, les usagers se disent fatigués et réclament une baisse du prix du carburant. Le prix du carburant est très cher. Les 10 litres, nous les achetons à 8 000 francs, ce qui est énorme. Maintenant, s'ils peuvent baisser les prix, ça nous va. Ce serait mieux s'ils diminuaient les prix du carburant. Ça va les arranger et nous arranger aussi. Imaginez, nous quittons Pékin souvent pour aller au centre-ville. Il y a un an, jour pour jour, le Sénégal est considéré comme un pays producteur de pétrole. Pourtant, aucune baisse n'est encore notée sur les prix des hydrocarbures. Ils invitent le gouvernement à revoir la politique des prix. Pour aller à Dakar, il vous faut au moins 2 000 francs de carburant. Et vous imaginez, au retour, on n'aura plus rien. Parfois, on est obligé d'aller au Cap des Biches. C'est à Rufisque. Là-bas, c'est loin. Et avec 2 000 francs, c'est impossible de faire ce déplacement. Nous ne savons pas à quel sens se vouer. Vous imaginez, avec ce gouvernement, chaque jour, on s'inquiète. Maintenant, le gasoil est très cher. L'association des consommateurs du Sénégal, dans sa démarche, se veut claire. Depuis le début de l'année 2025, nous avons assisté au niveau international à une baisse continue des prix du baril. Il faut savoir que même si les prix du baril déterminent le prix à la pompe, ce n'est pas aussi automatisé que cela. Dans certains pays, il y a eu des baisses qui ont été répercutées, notamment en France. Mais dans ces pays-là, toutes les baisses sont immédiatement répercutées et toutes les hausses sont immédiatement répercutées. Alors qu'au Sénégal, les consommateurs acceptent les baisses, mais refusent les hausses. C'est la raison pour laquelle, depuis plusieurs années, l'État du Sénégal ne répercutait pas de manière automatisée les hausses et les baisses. L'État attendait qu'il y ait une tendance pour pouvoir fixer de manière beaucoup plus sûre le prix à la pompe. C'est la raison pour laquelle, très souvent, il y a des décalages entre les baisses au niveau international et les baisses au niveau national. Pour Thierno Alassane Sall, un fait encore plus surprenant, les prix au Sénégal dépassent ceux du Mali, un pays enclavé dans les produits pétroliers transitent en totalité ou en partie par le port de Dakar avant d'être acheminés par une importante flotte de camions. Ce mode d'approvisionnement devrait induire des coûts nettement plus élevés au Mali qu'au Sénégal. Habib Faye, parlons à présent de cette bonne nouvelle pour les riverains de la décharge de Mbebes qui se sont toujours plaints de la fumée qui envahit leur domicile. Eh bien, la décharge de Mbebes accueille désormais un système d'alerte précoce qui permet de mesurer la qualité de l'air, de prévenir les incidents et de préserver la santé de la population riveraine. Ce projet de réduction de l'incinération des déchets à l'air libre pour l'amélioration de la santé est porté par Engineering X et la Sonaget. Aminata Ba nous fait le point. De la fumée noire s'échappe de la décharge de Mbebes, envahissant les quartiers environnants tels que Darussalam 2, Taoufir, Malika Djamalai, entre autres. Une situation préoccupante pour les riverains. Vraiment impacté par rapport à cela négativement. Des maladies respiratoires qui quand même vraiment attaquent la population, particulièrement vraiment les enfants. Les évacuations à groupe vers les hôpitaux. Tout ça est dû quand même vraiment à la décharge de Mbebes, il faut le reconnaître. Ça nécessite impérativement quand même l'assistance. Donc si on entend vraiment ce projet, on ne peut que s'en juger. Face à ces plaintes, les autorités ont réagi. Un système d'alerte précoce a été inauguré dans le cadre du projet de réduction de l'incinération des déchets à l'air libre visant à améliorer la santé publique. Ce projet est soutenu par le professeur Mamadou Wade, directeur de l'école polytechnique de Thiès. Solution innovante et durable. En ce sens que c'est une plateforme numérique et collaborative qui permet de mesurer non seulement la qualité de l'air, mais aussi de signifier les pics de pollution et surtout, le plus important, de permettre aux autorités de prendre des dispositions nécessaires pour faire le nécessaire. La Sonaget, Société nationale de gestion intégrée des déchets, s'engage désormais à éradiquer définitivement les incendies dans les décharges et à améliorer le cadre de vie des populations. Bonne condition d'existence de nos populations et réduire carrément les maladies afin qu'on ne puisse plus parler d'incendie dans les décharges ou bien
qu'on transforme les décharges en infrastructures, usines de traitement des déchets pour avoir des produits quand même qui sont utiles pour le développement de nos nations. Le directeur de la Sonaged annonçait également la mise en œuvre de projets similaires dans d'autres décharges à travers le pays, dont le but de lutter contre la fumée toxique et de protéger la santé des riverains. Une note de santé à présent dans cette édition avec la tuberculose qui gagne du terrain dans la banlieue dakaroise. Dans les districts sanitaires de Pikine et de Guédiawaye, près de 700 cas ont été recensés. Fatou Bintou Konté et Alun Diagne. Pape Seydi, Sidi Fall, Maki Diallo, tous des patients tuberculeux habitant dans la banlieue dakaroise. Une maladie qui sévit toujours dans cette zone, avec même des cas de multirésistants. C'est très difficile actuellement avec la maladie. Je me sens très faible. Je suis un multirésistant. C'est pourquoi je souffre. C'est un voisin qui m'a contaminé. Je vis dans la promiscuité. Dans la maison où j'habite, nous n'avons pas de lumière, tout est sombre, pas d'aération, encore moins de soleil. On ne reconnaît pas le jour ou la nuit. Une fois à l'intérieur, j'ai pris la maladie à Soumbédioune. Là-bas, on s'échangeait des cigarettes entre pêcheurs, en plus de la fumée qui se dégage. Viva Tech 2025, le plus grand événement européen dédié à l'innovation et à la technologie, a ouvert ses portes hier à Paris, porte de Versailles. La DRFJ y a accompagné 15 startups dans l'objectif de taper dans l'œil des investisseurs. Écoutons à ce propos la déléguée générale de la DRFJ, le docteur Aïssatou Mbodji. Cette rencontre est une rencontre mondiale de transformation digitale. Mais aussi c'est une rencontre dédiée à l'innovation technologique. Et tous les jours, c'est notre quotidien, nous finançons, parce que le financement c'est notre cœur de métier, mais nous finançons les startups pour leur permettre de développer, en tout cas, leur vocation, de développer surtout les secteurs dans lesquels elles s'inscrivent, notamment le secteur de la santé. Nous avons des startups qui évoluent dans la santé. Je donne l'exemple de Ion. Nous avons des secteurs qui évoluent dans l'agriculture. Nous avons des startups qui évoluent dans la finance. Nous avons été exigeants en amenant les 15 startups. Nous avons recherché les startups dont les secteurs sont les plus pertinents, mais dont les secteurs aussi sont en adéquation avec la vision de M. le Président de la République. Parce que vous le savez, on est à l'ère de la digitalisation avec le New Deal technologie lancé par le Président de la République. Mais M. le Président de la République tient beaucoup à l'innovation. C'est pourquoi il a adopté un projet de loi concernant les startups. Il y a aussi que nous nous sommes inscrits dans la souveraineté alimentaire. Et beaucoup de startups s'investissent dans la souveraineté alimentaire. Donc nous sommes très à l'aise pour montrer à la face du monde ce qu'on est en train de faire et de développer, ce que nous accompagnons au niveau du Sénégal. Parce que nous partons du niveau local vers le global. Et comme vous le savez, Vivatech, c'est devenu c'est octroyé une réputation de scène mondiale, une réputation de rencontre de la digitalisation, de la technologie au niveau mondial. C'est indéniable. Donc, ce qu'il faudrait, c'est effectivement se bousculer pour avoir de la place, pour se faire remarquer par les investisseurs, mais aussi pour convaincre. Et je pense que notre présence est une garantie institutionnelle qui pourra faciliter effectivement les startups à accéder vers les investissements. Direction Kaolack à présent pour évoquer cette grogne des populations de la commune de Ndiafat. Elles protestent contre le projet d'extension de lotissement de la municipalité. Ces populations accusent le maire de la commune de Ndiafat de vouloir morceler leurs terres pour satisfaire une clientèle politique. C'est un sujet signé Ousmane Dem et Thierno Diallo. Il s'agit d'une véritable levée de bouclier des populations de la commune de Ndiafat pour faire face à ce projet de la mairie. L'ancien maire avait fait des lotissements ici.
ça nous a revenu à 0 francs et nous avons pris toutes les parcelles. Et jusqu'à présent, donc, de fait, ce sont ces éléments qui se distribuent ici. Pourquoi pas lui? Donc, nous, on refuse par rapport à ça. La troisième chose, c'est l'arrêté. L'arrêté qui est sorti. Donc, on avait demandé une extension à Koutal-Séret et l'arrêté qui est sorti à Koutal. Il y a combien de Koutal? Il y a 7 Koutal. Mais pourquoi il a ciblé nos terres? Ces populations voient derrière ce projet de la mairie une volonté manifeste de morceler leurs terres à des fins politiques. Et pire, il y a des gens partisans qui donnent des terrains gratuitement. Alors que nous, ce parcelle que nous avons, ils nous réclament ça à 35 000 francs. Donc, tu perds tes terres, tu donnes encore 35 000. Donc, c'est la première cause. La deuxième cause, c'était que donc, ces 35 000, donc ces terres vont être subdivisées et les héritiers vont faire quoi? Par exemple, nous, dans notre famille, il y a combien de personnes qui sont là-bas? Une dizaine. Si nous prenons une seule parcelle, qui va prendre la parcelle? À combien? Ces populations jugent inacceptable ce projet de la mairie qui va à l'encontre de leurs intérêts. Par exemple, les 33 parcelles, on va prendre les 3 parcelles restantes pour les routes et autres. Donc cela veut dire que s'il y a 29 parcelles à distribuer, le maire va prendre les 29, nous on prend une parcelle. Si quelqu'un qui a défriché la forêt, cultivé pendant des années et des années, comment peut-il se retrouver avec une seule parcelle? Donc c'est ça qu'on avait demandé. Il nous a proposé qu'on va le faire et ceux qui ont perdu leur champ, on va les affecter d'autres champs là-bas. Ce qui n'a pas été fait, donc ces champs-là étaient déjà été distribués. Donc ça n'existait plus. Depuis quelques années, la commune de Ndiafat dans le département de Kaolack est confrontée à des problèmes liés au foncier. Pour mettre fin à cette situation, beaucoup de personnes estiment que l'État doit intervenir. L'édile de Ndiafat, en ce qui le concerne, apporte des éclairages sur ce problème de lotissement. D'après Aïssatou Ndiaye, la mairie détient une autorisation de lotissement, mieux encore, et la mise en place des commissions dans chaque village pour impliquer les populations dans le projet. L'édile de la commune de Ndiafat, au micro TFM d'Ousmane Dem. C'est un point de presse par rapport à la déclaration d'un groupe. Je peux l'appeler d'un groupe d'individus par la population, des politiciens, des gens qui font de la politique et qui n'ont pas le courage d'aller affronter les populations, mais ils sont dans la manipulation et dans la diffamation. Et il est normal qu'à chaque fois qu'un groupe d'individus passe tout son temps à salir une personne, c'est tout à fait normal que j'apporte aujourd'hui des éclaircissements par rapport à ce lotissement. Je pense que je l'ai dit tantôt, par rapport à l'autorisation de lotir, l'autorisation de lotir existe bel et bien. Je l'ai dit, le lotissement 04, l'arrêté 04, 4 mai 2021, 01 82 42 de Koutal, l'arrêté aussi du 4 mai 2021, 01 82 71 du village de Ndiafat. Je pense que les arrêtés existent bel et bien et signés par le ministre de l'Urbanisme. Et je pense que j'ai expliqué le processus qu'on a eu à faire de 2017, on peut dire, fin 2016 jusqu'à 2021, lorsqu'on a eu l'arrêté du ministre de l'Urbanisme et du Logement. Pour une gestion inclusive et transparente, nous avons parlé aux populations, parlé aux chefs de village et créer des commissions au niveau de ces villages-là. Je pense que j'ai montré ces listes-là. C'est les chefs de village qui l'ont amené, qui recevaient les demandes. Ce n'est pas la mairie, les chefs de village. Plus de 600 demandes entre le village de Koutal Malingay, le village de Koutal Sérir, le village de Koutal Olof et le village de Koutal Bye Bye. Parlons à présent culture avec les acteurs culturels qui sont en conclave dans l'objectif de redorer le blason de la culture sénégalaise. Des recommandations seront formulées à l'issue de cette rencontre et des recommandations qui seront ensuite remises au chef de l'État. Écoutons à ce propos Ali Beta, il est artiste et il est interrogé par Mamadou Fall. L'intention, c'était de faire un état des lieux avec les acteurs de la musique. Donc le premier, Saïdou, c'est le secteur de la musique. Et après, nous passerons aux autres secteurs. Et l'intention était de réunir les associations majeures, les acteurs qui sont là, et de pouvoir se réunir autour d'une table, de faire des panels très pertinents et de faire des ateliers concrets et au sortir, avoir un rapport et une feuille de route concrète. La culture doit être prise au sérieux et mise à sa place. Nous estimons que c'est une composante importante, sinon essentielle, qui devrait être au centre du projet de société et du projet de développement. On ne peut pas parler de souveraineté sans culture.
On ne peut pas parler de décolonisation, de reprise d'initiative de soi sans culture. Et donc on a envie que le mot culture soit dépoussiéré, nettoyé, parce que je passe dans la rue, ah tu fais quoi, tu es musicien, oui mais tu fais quoi d'autre? Tu es musicien, et il faut qu'on le respecte. Après assises, nous irons vers des assises nationales. Donc sans parler des questions structurelles, je pense qu'il est important de parler de la culture comme un socle fondamental et transversal à tous les domaines de la vie. Sport à présent, avant de clore cette édition, l'équipe nationale du Sénégal ira à la CAN 2025 de football au Maroc pour soulever le trophée continental. Une affirmation du défenseur des Lions, Abdoulahad Diallo, qui estime que le groupe de joueurs à la disposition du sélectionneur Pape Thiaw est bien armé pour pouvoir remporter la CAN 2025. Nous l'écoutons au micro de nos confrères de Brut Afrique. Confiant sur des forces de mon équipe. On a une très belle équipe, de très bons joueurs, de très bons jeunes, avec un effectif qui est en continuelle évolution, parce que tous les ans, il y a des pépites qui sortent. Et puis, il y a aussi une ossature très solide qui va permettre d'accompagner tout ça. Donc, confiant, motivé. Et puis, on va se sentir un petit peu à domicile au Maroc. Pas toujours très confiant, très serein. Il va falloir bien se préparer, par contre. Mais on y va pour gagner. C'est une pression à laquelle, moi particulièrement, je suis habitué, parce que j'ai joué dans des clubs qui dominaient. Et ma sélection, depuis que j'y suis, domine. Donc il ne faut pas se cacher. Il faut pas se cacher, il faut assumer ce statut-là, mais en étant conscient que ce n'est qu'un statut. Et que la réalité, c'est sur le rectangle vert qu'elle se décide. Donc il va falloir aller au boulot. Pape Thiaw, c'est pas vraiment une arrivée. Il était déjà en interne, donc on le connaissait en fait. On le connaissait. C'est plus le changement, ça a plus été le départ d'Aliou que l'arrivée de Pape. Mais bon, il a pris ses marques très rapidement. Nous, on a essayé de l'aider du mieux qu'on pouvait. Je dis nous parce que je suis là depuis un petit moment déjà. Et puis voilà, maintenant c'est les résultats qui vont parler. C'est comme ça, c'est le foot. Seuls les résultats comptent et on lui souhaite un long parcours avec nous. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous. Je vous retrouve dans un moment pour la seconde partie de Soir d'Info. Bonsoir.